Il s'agit d'un amendement qui propose de rajouter à la fin de l'article 13 le passage suivant qui indique que l'archivage des données de santé mentionnées au présent article s'effectue sur un serveur français. C'est nécessaire de notre point de vue de l'indiquer ici puisque le traitement de nos données personnelles est un élément qui échappe malheureusement souvent à la vigilance du gouvernement. Les données de santé particulièrement sensibles doivent impérativement rester sur le territoire national et donc être stockées sur un support matériel français. C'est l'objet de cet amendement qui n'est pas non plus sans rappeler les débats que nous avons eus ici récemment sur la question de la protection des données de santé et les choix malencontreux faits par ce gouvernement, par exemple avec la création du Health Data Hub qui s'est retrouvé, qui a créé un risque pour cette protection avec l'accord conclu avec Microsoft et la mise en danger justement de ces données. Voilà pourquoi il nous semble nécessaire d'indiquer dans ce texte-là que nous ferons le minimum, puisque vous ne voulez pas retirer cet article, le minimum syndical, si je peux dire, pour s'assurer des serveurs et de la souveraineté et d'un peu de souveraineté sur ces données de santé. Oui, dans la continuité de notre tentative quand même d'assurer un minimum de protection aux données, cet amendement insiste sur la nécessité d'indiquer dans ce texte que nul ne peut communiquer ou vendre les données de santé dont il est fait mention au présent article. Rappelons qu'en 2017, le laboratoire Servier a développé un partenariat avec l'entreprise franco-américaine Amblima, nouvellement créée, qui propose aux individus d'héberger en ligne leurs données de santé et de même les mettre en vente. Une sorte d'ubérisation de la collecte des données où chacun et chacune est son propre vendeur ou vendeuse de données. Les dispositions du Code de la santé publique rendant possible l'extraction du contenu de son espace numérique de santé, nous pouvons craindre le développement d'un nouveau marché. Il nous paraît indispensable donc d'inscrire dans la loi le principe selon lequel personne ne peut en aucun cas communiquer ni vendre ses données de santé à des organismes privés à but lucratif. Les données de santé doivent rester des ressources médicales ou scientifiques, hébergées bien sûr sur des serveurs français pour assurer notre souveraineté, mais ça on a vu que vous ne vous donniez pas les moyens de cela, mais à minima, qu'elle ne soit pas le carburant d'un nouveau secteur mettant en danger la vie privée des personnes. Et je pense que plus largement, également nos politiques de santé publique par la marchandisation et la fragilisation d'éléments qui sont quand même fondamentaux pour la vie de chacun, mais aussi, on le voit dans la crise sanitaire actuelle, également pour la vie du pays. Merci. Oui, alors il s'agit d'un amendement où nous souhaitons faire préciser dans cet article que nul ne peut être licencié pour faute, car son poste ne peut être aménagé, adapté ou transformé de manière à favoriser son retour au travail. Afin que l'accompagnement du salarié prévu au présent article ne soit pas un levier pour licencier pour faute des personnes dont l'aménagement de poste de travail n'a pas été possible, nous demandons que cela figure explicitement dans la loi. En effet, comme l'observe le sociologue Pascal Paris-Chalard, le salarié est-il encore apte à exercer un poste donné ? C'est la question que se posent les médecins du travail des millions de fois chaque année. Et la délivrance de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail lors de l'embauche ou à la suite d'un changement d'état de santé est même communément perçue par les salariés, employeurs et directeurs et directrices de services de santé au travail comme l'activité principale des médecins du travail. La nécessité de ce article n'était pourtant pas inscrite dans les lois fondatrices de 42 et 46. Elle s'est néanmoins imposée dès les premiers décrets d'application comme une tâche incontournable. L'avis d'aptitude et d'inaptitude est craint par les salariés car il constitue un jugement social sur la vieillesse, l'usure de leur corps, ainsi qu'une cause possible de licenciement pouvant déboucher sur un chômage de durée indéterminée. Il est au contraire plébiscité par les employeurs qui y voient une assurance en cas de problème ultérieur et l'utilisent parfois comme un véritable permis de tuer, selon l'expression d'un médecin du travail universitaire, Philippe Devaziès, se sentant dédouané par son existence de toute obligation d'améliorer les conditions de travail.
La question de l'aptitude mélange la question de la préservation de la santé des salariés et celle de leurs compétences à exercer un métier et participe à l'élimination du marché du travail de travailleurs jugés cassés ou susceptibles de tomber malades. Nous souhaitons donc que soit inscrit dans l'article que cela ne puisse continuer à être utilisé contre ces salariés. Merci, chers collègues. Cet amendement revient sur le long processus de fragilisation de la médecine du travail. D'abord, dans notre amendement, nous souhaitons rétablir la visite médicale d'embauche, transformée par la loi El Khomri en une simple visite d'information et prévention, qui ne permet pas la prise en compte réelle de l'état de santé du ou de la salariée. Ensuite, nous souhaitons rétablir la capacité de cette visite à s'assurer de l'aptitude médicale du ou de la salarié à occuper son poste, ce qui avait également été supprimé par la loi El Khomri au mépris du bon sens le plus élémentaire. Notre amendement rend au seul ou à la seule médecin du travail le pouvoir de mener la visite médicale qui ne peut pas être confiée à un ou une autre professionnel de santé. En effet, si on veut une prévention efficace, il faut qu'un véritable examen médical soit confié à un médecin, là où le médecin du travail est désormais choisi par des délégués du personnel pour éviter le choix d'un ou une praticienne ayant des affinités ou des liens d'intérêt avec l'employeur. Et enfin, la périodicité des visites régulières est encadrée. Notre amendement la rend annuelle pour tous les salariés et semestrielle pour les travailleurs et travailleuses de nuit dont nous savons bien qu'ils sont particulièrement concernés par les risques de maladies et de pathologies liées à leur activité. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Vous dire, Madame la députée, que votre proposition de ne faire des visites d'embauche que par le médecin du travail est contraire à la réforme de la médecine du travail de 2016. Et puis d'ailleurs, elle est contraire aussi à l'esprit de l'accord national interpro, puisque si les partenaires sociaux avaient souhaité remettre en cause cette réforme de la médecine du travail de 2016, ils l'auraient bien sûr mentionné. Puis Madame la rapporteure vous a expliqué de façon extrêmement concrète ce en quoi votre proposition était complètement impossible à réaliser sur le terrain. Et d'ailleurs, au final, causerait sans doute du préjudice aux salariés, parce que c'est bien parce qu'il y a une nouvelle organisation qui s'appuie sur la réforme de la santé du travail de 2016, qu'il y a des équipes pluridisciplinaires et du coup un autre soin, une autre attention plus importante qui est portée aux salariés. Avis défavorable. Oui, Monsieur le ministre, vous avez bien compris, c'est un amendement qui s'oppose à la réforme de 2016. Et je vous rappelle que c'est une contre-réforme antisociale qui a été contestée, y compris dans la rue, par des mobilisations importantes, par les salariés, par, à l'époque, un certain nombre d'organisations syndicales, au motif que ça fragilisait un certain nombre de dispositifs, justement, de prévention, de santé au travail. Donc oui, effectivement, nous nous inscrivons en faux avec cette logique de réduction de moyens qui était déjà peu suffisant de l'avis de nombre de spécialistes. Des personnes sont concernées, les travailleurs et les travailleuses, mais aussi de la médecine du travail, et qui ont été à nouveau affaiblis. Et plus globalement, je pense, Madame la rapporteure, qu'il est dommage de ne pas envisager la question de la santé justement dans une approche de véritable prévention. C'est aussi une manière de changer la conception de la santé au travail, mais de la santé publique, où la mise en place en fait d'un cadre le plus large possible permet d'anticiper en fait pas simplement ceux qui sont aujourd'hui déclarés dans des secteurs à risque. Il faut bien sûr renforcer la prévention, mais sur l'ensemble des salariés qui sont tous en fait toutes à risque. Et je crois que effectivement c'est une autre logique plus préventive et en fait au final qui apporte plus à la fois aux salariés, mais à la société dans son ensemble, si elle était véritablement mise en œuvre. Merci, chers collègues. Je mets aux voix avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Alors, cet article permet en effet aux intérimaires, salariés d'entreprises sous-traitantes ou prestataires, d'être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l'entreprise utilisatrice ou donneuse d'ordre. Il en est de même pour les travailleurs et travailleuses indépendants et indépendantes, chefs d'entreprise non salariés, qui pourront être suivis par les services de prévention et de santé au travail dans le cadre d'une offre spécifique.
ce que nous trouvons fort bien. Mais alors pourquoi cette possibilité n'est-elle pas une obligation lorsque le ou la salarié n'est pas déjà suivi par un service de santé au travail ? Il est évident de notre point de vue et de beaucoup des personnes concernées d'ailleurs que si la loi ne crée qu'une possibilité, de nombreuses entreprises n'y auront pas recours et que cela sera source de discrimination selon les secteurs, les emplois et les régions. Donc par cet amendement qui nous a été soumis par la FNATH, nous demandons à ce que le rattachement soit obligatoire. Il en va de la protection de la santé des travailleurs. Prenant en compte la remarque faite par la rapporteure pendant la commission, l'amendement a été rectifié et cette obligation ne s'appliquera pas lorsque le travailleur ou la travailleuse bénéficie déjà d'un suivi auprès d'un autre service de prévention et de santé au travail.